d'entreprise. Est-ce qu'on peut simplement se rendre compte de ce que ça veut dire pour des êtres humains qui mettent leur corps en danger pour travailler, le risque des accidents du travail dans le BTP ou dans nombre d'entreprises métallurgiques, par exemple dans les Ardennes où Michel a beaucoup travaillé, on met son corps en danger et puis on est ravalé au rang de coûts et de charges. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de vivre, c'est aussi un processus de déshumanisation. Les plus riches, les puissants, cherchent à déshumaniser les dominés. Non seulement à les dévaloriser, mais de surcroît à les déshumaniser pour que leur vie ne vaille pas plus que la vie des enfants qui meurent. Le dernier chiffre que j'ai, c'est un enfant meurt de moins de 10 ans, meurt de faim toutes les 5 secondes sur cette terre. Voilà. Eh bien, nous, on arrive à vivre avec ça. Hein, on n'y pense pas tous les matins en se rasant. Mais il n'en demeure pas moins que c'est la réalité. Hein, donc vous voyez que si les puissants de cette terre sont capables d'accepter que tant d'enfants meurent chaque jour de faim, et exclusivement de faim, alors que ces gens-là, en costume cravate, en costume de classe, spéculent non seulement sur les matières premières, mais aussi sur l'alimentation de base, le maïs, le blé et le riz, c'est plus possible. Comment peut-on accepter ça? Et on accepte ça parce que, avec l'aide de la psychologie sociale, de la sociologie, avec l'aide des sciences de la communication, avec l'aide des neurosciences, ils arrivent à transformer nos cerveaux, à ouater notre façon de penser et à faire en sorte que le citoyen qui dort en nous laisse trop souvent la place au consommateur et à poursuivre sa petite vie sans trop finalement se révolter. Et ce sera le mot de conclusion. Non, je vais encore dire une chose sur le langage, parce que ça c'est très important, c'est l'utilisation systématique des oxymores. C'est-à-dire, comme Jean-Marc Ayrault, quand il a voulu faire passer le CICE, il a inventé le terme de flexi-sécurité. Hein, alors, c'est deux mots qui sont contradictoires dans le même mot, comme ça vous n'y comprenez rien, alors que ce qu'il s'agit de faire, c'est de précariser l'emploi et que les travailleurs soient au service exclusif du capital. Alors, quelle conclusion j'allais faire? Non. Tu allais lui passer la parole. J'attends ça. Non, je voulais dire quelque chose quand même d'intéressant, mais je me souviens plus. J'étais partie. Oui. Bon, écoutez, c'est sur le langage, flexi-sécurité. Oui, alors ça c'était l'incise. Et puis je sais que j'avais une chute. Je voulais chuter. Ah oui, si, c'est ça. Ça y est, ça me revient. Et donc ma chute là, c'est de dire, je peux vous assurer que les grands bourgeois, les aristocrates, tous ces gens-là qui cumulent toutes les richesses et tous les pouvoirs, qu'ils soient politiques, financiers, industriels, évêques, peintres, petits photographes, grands photographes, on s'en fout, ils acceptent que vous critiquiez le système capitaliste, comme en mai 68 on l'a fait beaucoup, hein, de gens qui sont ici. On peut critiquer parce que ça les aide à mieux rebondir, ça les aide à adapter le système capitaliste. Par exemple, il y a un sociologue, Luc Boltanski, qui a fait un livre magnifique sur le nouvel esprit du capitalisme, où il montre comment l'esprit libertaire anarchiste, libertaire de mai 68, la critique artiste, a été intégré dans le management néolibéral. Maintenant, on vous fait travailler pour réaliser votre propre désir. Vous choisissez vous-même vos horaires, mais en réalité, vous travaillez tout le temps et on vous fait travailler, y compris le dimanche. La seule chose qu'ils ne veulent pas, mais alors là, ils peuvent être très méchants, voire dangereux, c'est que vous contestiez le système capitaliste.
Voilà, alors quand on conteste le système capitaliste, c'est-à-dire qu'on se réclame d'une gauche radicale, d'une gauche qui ne compose pas avec l'oligarchie capitaliste et qui conteste, comme nous le faisons dans le petit livre rouge là, que beaucoup peuvent lever, c'est un petit livre rouge qui condense avec humour les fondamentaux de la lutte de classe. Eh bien, je peux vous assurer que nos livres, nos enquêtes et nos analyses ne nous poussent qu'à une seule et unique conclusion. Il n'y a pas d'illusion à se faire. Le système capitaliste veut toujours accumuler plus de profits pour les plus riches. Et si on ne casse pas cette logique-là, on ira tous ensemble dans le mur. C'est l'humanité qui sera perdue et la planète qui sera complètement détruite, en tout cas pour la plupart des... Voilà. Alors donc, après vous avoir bien plombé le moral, je vais passer la parole à Michel, qui va vous parler donc de la violence symbolique. Alors là, je vais vous achever. Parce qu'avec la violence symbolique, c'est quelque chose de très décisif, de très important dans les rapports sociaux. Et pour vous parler de cela, je vais essayer d'être au fond bref, pour que vous puissiez poser des questions et aussi donner des morceaux de votre vécu, hein, des rapports sociaux, de ce que vous avez pu vivre, ce qui peut être très, très intéressant aussi pour illustrer ce que je vais dire. Bon, voilà, ça va être en 2 temps. Non, je regarde, je réfléchis. Je ne dis pas n'importe quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors ça va être en 2 temps. Le premier temps, ça va être décortiquer un peu ce qu'est le capital, au fond. On parle de capital. On pense toujours à son aspect monétaire, à l'argent. Or, les capitaux sont de différentes façons, il y a différents types de capitaux, on va voir ça tout de suite. Et ensuite, à partir de là, une réflexion sur les classes sociales dans la France d'aujourd'hui, très rapidement. Alors, pour ce qui est des capitaux, bien entendu, les riches, ils sont d'abord un capital économique, un capital qui est sous la forme de biens de production, d'entreprises, qui est aussi sous la forme monétaire, par des placements en actions, etc. Bon, ça c'est ok, et ils ont de l'argent, ils ont des choses qui ont de la valeur, ils ont aussi des œuvres d'art chez eux qui valent très cher, etc. etc. Donc, il y a cette possession qui fait qu'ils sont économiquement riches. Bon. Ça c'est le capital économique, mais il y a aussi un capital culturel. J'aborderai celui-là en seconde position. Il y a un capital culturel, c'est-à-dire que si l'on regarde la plupart des grands dirigeants d'entreprise, la plupart des hauts fonctionnaires, etc., ce sont des gens qui sont issus de familles où il y avait déjà de la culture savante, c'est-à-dire des gens qui parlaient des langues étrangères, par exemple. Ne serait-ce que cette dimension, ce milieu social de la haute bourgeoisie est un milieu où il y a de la culture. Ce ne sont pas des gens bornés. Ils ont une ouverture sur le monde, et cette ouverture sur le monde se traduit par le fait qu'ils parlent 2 langues, 3 langues couramment.
et quelquefois plus. Et c'est une règle absolue, c'est très rare de trouver un grand bourgeois qui ne parle pas anglais. Et souvent, il parle aussi un peu d'espagnol, de l'allemand, etc. Et ceci est facilité dans leur enfance par le fait qu'ils ont des nurses, par exemple, des nurses étrangères, espagnoles, anglaises, qui se chargent d'eux les parents sont pas là, qui se chargent d'eux et qui leur apprennent la langue, ce qui fait que ce qui se passe, c'est que c'est un milieu social où il y a plusieurs langues maternelles pratiquement. Ce sont des gens qui parlent très couramment ces langues étrangères. C'est une dimension importante, mais il ne faut pas s'arrêter à cette histoire de langue. Il y a en même temps beaucoup d'autres aspects culturels. Et lorsqu'on réfléchit à la façon dont les élites, entre guillemets, apparaissent, eh bien, on se rend compte que ces élites, ce sont des gens qui passent par les grandes écoles. C'est tout à fait étonnant de voir qu'il y a, parmi les dirigeants, hauts fonctionnaires et grands patrons, etc., une quantité très importante de personnes qui sont passées par l'ENA, qui sont passées par Polytechnique, qui sont passées par d'autres grandes écoles de ce type. Et on voit qu'il y a là une richesse, qui est une richesse aussi du groupe, parce que c'est très peu partagé. C'est très peu partagé parce qu'il y a très peu d'enfants de milieux populaires qui font ces trajectoires dans l'enseignement du niveau de l'École nationale d'administration ou d'autres voilà. Donc il y a du capital culturel. Il y a aussi du capital culturel parce que c'est un milieu où il y a une proximité dès l'enfance. Ça aussi, c'est une dimension très importante des inégalités sociales. Il y a une proximité dès l'enfance avec le monde de l'art, de la littérature, etc. Je vous donne un exemple, et puis peut-être un autre après, si ça me revient. Par exemple, vous aviez une jeune fille qui était en seconde, et en seconde, son père lui a offert un compte ouvert chez la libraire du quartier. Alors la libraire du quartier, c'était pas n'importe quel quartier, c'était le 16e arrondissement, et donc les parents offrent à cette jeune fille un compte ouvert dans la librairie du quartier, qui est une bonne librairie, où il y a des livres très intéressants, un livre de littérature vraiment très bon, très bien trié, et avec aussi le fait qu'il y avait une ouverture comme ça pour la jeune fille qui discutait avec la libraire. Vous vous rendez compte de la différence que ça représente entre la situation de cette jeune fille et la situation d'une autre jeune fille ou d'un gamin qui habite dans une banlieue où il n'y a pas de libraire, où de toute façon les parents, il n'y a pas de livre à la maison. Moi, quand j'étais chez moi, il n'y avait enfant, il n'y avait pas de livre. Il y en avait deux. Il y avait la santé pour tout le monde ou je ne sais pas quoi, qui donnait des recettes quand on avait mal à la tête ou ailleurs, et un autre pour la cuisine. Il y avait deux livres, c'était vraiment très peu. Et vous voyez la distance qu'il y a entre ça et cette jeune fille qui avait compte ouvert dans la librairie et qui parlait d'égal à égal avec la libraire et qui était donc avait tout pour que à l'école ça se passe bien. Il y a une autre forme de capital tout à fait essentielle à laquelle il faut toujours penser, c'est le capital social. Le capital social, qu'est-ce que c'est? C'est pas le capital des sociétés. Dans le jargon que nous utilisons après Bourdieu, c'est Bourdieu qui avait dégagé cette façon de s'exprimer. Le capital social, c'est les relations.
les relations que l'on peut entretenir avec ses voisins, avec des gens qui travaillent dans la même entreprise que vous, avec d'autres personnes. Alors, lorsque vous êtes plombier Zenger, vous avez dans vos relations un gars du bâtiment qui est maçon, par exemple. Ça fait deux personnes qui travaillent dans le bâtiment. Ils peuvent éventuellement se donner des coups de main dans certaines circonstances. Mais lorsque vous êtes au niveau de la haute société de la haute société, c'est autre chose qui se passe. C'est que le pouvoir de chacun est déjà important et qu'il est démultiplié de façon extraordinaire par le pouvoir de toutes les relations et toutes les connaissances que l'on a. C'est ça le capital social, et le capital social est énorme dans ce milieu, parce que lorsque vous avez, par exemple, un dîner, comme on a pu participer autrefois lorsqu'on n'était pas grillé, lorsqu'on n'était pas encore grillé, et donc on avait des repas où on n'était pas grillé, évidemment, on n'était pas au menu. Maintenant, je crois qu'on s'est un peu au menu. Donc, il y a dans un repas des personnes qui sont dans des situations très différentes. D'abord, il y a des étrangers, très souvent, des Américains, des Anglais, etc. Quelquefois, des Suisses, ça peut servir. Des gens du Luxembourg, c'est très utile ici. Mais il y a des gens qui sont surtout dans des positions sociales équivalentes dans des domaines différents. Autrement dit, vous allez avoir un amiral, un haut gradé de l'armée française. Et vous aurez un directeur d'entreprise, quelqu'un qui est dans les entreprises, un banquier. Vous aurez une jeune femme qui est à l'opéra et qui chante, qui est artiste, mais à un niveau aussi très, très élevé. Vous aurez, je ne vous fais pas le dessin plus longtemps, il y a une multiplication de personnes qui individuellement ont du pouvoir, et lorsqu'ils sont rassemblés, c'est un pouvoir énorme qui est rassemblé. Oui. Ce capital social est au cœur de la question, parce que c'est avec cela qu'ils peuvent que la famille peut continuer à se maintenir au sommet de la société. Parce que avec ces réseaux, il y a toujours moyen de se tirer de situations difficiles, de problèmes apparemment insolubles. On arrive à les résoudre grâce à ces relations. Ce qui fait que les gens qui sont ainsi réunis, alors ça peut être pour un dîner, on s'invite tout le temps. Nous, on était vraiment effrayés de la multiplicité extraordinaire de moments de sociabilité, parce que à midi, ils ont un déjeuner au restaurant avec des gens importants. En fin d'après-midi, ils vont avoir une visite, je sais pas, par exemple, l'ouverture d'une exposition dans une galerie d'art, et ils vont là, et puis le soir, il y a le dîner, où ils reçoivent, ou bien ils sont reçus, et c'est tout le temps comme ça. Et ce qui se passe avec ça, c'est qu'ils cultivent cette richesse. C'est une manière de la maintenir, de la conserver et de la développer. Cela conduit au fait que c'est un milieu qui a des annuaires.
Ils ont des annuaires, il y en a qui sont très connus, comme le bottin mondain. Vous ne devez pas être nombreux à avoir ça chez vous, mais le bottin mondain, c'est un annuaire qui regroupe les familles de la bonne société, entre guillemets. Donc, ils se listent, ils savent qui est du groupe, qui appartient à ce milieu, et pour entrer dans pour être dans ce bottin mondain, il faut être présenté, appuyé par 2 personnes qui y sont déjà. C'est-à-dire que c'est pas vous qui allez payer, par exemple, pour être dedans, ça ne marche pas. Il faut que vous soyez... bon. Et c'est la même chose pour les cercles et les clubs. Il y a des institutions qui s'appellent clubs ou cercles, cercle de l'Union interalliée. Le cercle de l'Union interalliée qui est à côté de l'Élysée, rue du Faubourg Saint-Honoré, c'est à côté du palais de l'Élysée, et c'est un splendide hôtel particulier immense avec une piscine qui en sous-sol qui ouvre sur le jardin, qui donne sur le cours Larens, c'est ce qui est tout au bas des Champs-Élysées. Donc vous voyez le lieu, et là vous avez une autre manière de faire vivre cette sociabilité extraordinairement puissante, puisque les membres sont des gens qui se cooptent, hein, on vote pour accepter ou non telle ou telle personne, et on regroupe des gens très, très importants. Par exemple, il y avait à l'Interallié des personnes qui étaient des personnalités politiques. Il y avait un ancien Premier ministre, son nom m'échappe, mais Monique va me le dire. Bon, d'accord. Et il y avait un ancien Premier ministre au conseil d'administration de ce cercle. Il y avait un membre de l'Institut, de l'Académie française. Il y avait un paysan qui habitait dans le 8e arrondissement, mais qui avait des terres un peu partout et qui vivait pas mal de ces terres. Mais il habitait dans le 8e arrondissement et il donnait comme profession agriculteur. Etc. Et ces gens se regroupent et cultivent leur milieu de cette manière-là. Ce qui fait que, c'est là où je voulais en venir, et on pourra revenir sur certains aspects de ce qu'on a dit, de ce que j'ai dit, mais sur quelque chose qui nous a paru très, très important avec Monique. C'est qu'aujourd'hui, la classe sociale qui mérite le mieux d'être appelée classe sociale, c'est la grande bourgeoisie. Parce que la grande bourgeoisie a conscience d'elle-même. Et cette conscience d'elle-même, elle est mise en œuvre dans les annuaires, par exemple, dont j'ai parlé. Ce sont des gens qui savent très bien qui appartient au groupe et qui n'y appartient pas. Qui on peut faire entrer? Il y a des gens qui entrent dans le groupe. Par exemple, vous avez le baron Frère. Frère, c'est un industriel, un financier d'origine belge, qui est fils de marchand de coups. Il est d'une origine très modeste, c'est vrai, mais il a réussi dans l'industrie, puis dans la finance, et maintenant il est bien accepté. Il a été fait baron par le roi des Belges, et en France, il est membre d'un cercle du Jockey Club, qui est un club très célèbre aussi. Bon, ils peuvent, mais c'est très rare, c'est très très rare. En général, et là il faut montrer patte blanche pour entrer dans le milieu, il faut se faire accepter. Et ils savent très bien qui appartient au groupe et qui n'y appartient pas. C'est-à-dire qu'il y a une conscience de classe très forte
qui fait que c'est cette conscience de classe qui est au principe du choix, il faut que cela fonctionne pour les mariages, par exemple. Les enfants, il faut qu'ils se marient dans le milieu. C'est extrêmement important pour la continuité. Et en même temps, c'est un milieu qui, finalement, reconstitue des lignées, des dynasties. Et vous avez les Dassault, vous avez les Bouygues, vous avez des tas de gens comme ça. Il y a des lignées. Et ces lignées, ces dynasties font qu'on se retrouve avec ce que nous appelons aussi une aristocratie de l'argent. C'est-à-dire que ce qui est au sommet de la société, c'est une aristocratie de l'argent. Et oui, je conclue en disant que cette classe sociale, on ne la retrouve plus dans les milieux populaires. Nous pensons que il y a eu, dans les années et les décennies qui viennent de se dérouler, un recul de la conscience de classe dans les milieux populaires qui est très grand. Tout se passe, et d'ailleurs ça se passe comme ça, il y a une pénétration de l'idéologie individualiste qui est montrée au plus haut niveau de la société, qui pénètre les milieux sociaux, même défavorisés. C'est-à-dire que pour l'idée qui commence à s'imprégner, c'est que si on veut, on peut s'en sortir. C'est une question de courage, etc. Or, nous pensons que, et nous avons constaté que la société, ce qui la caractérise surtout, notre société, c'est que les positions dominantes se transmettent et sont quelque chose qui ne bouge pas finalement. Et que l'idée de mérite, l'idée qu'on peut faire et réussir dans le milieu social ou dans la profession, dans les études, etc., si c'est par le mérite qu'on va y arriver, non, la naissance est essentielle. Et donc nous sommes dans une société qui n'est pas égalitaire, qui n'est pas juste et qui privilégie toujours systématiquement les privilégiés. Or ceci transparaît dans le fonctionnement social. Vous avez une bulle, une sphère, enfin vous avez quelque chose au-dessus, comme ça, qui contrôle, qui décide, qui profite. Et vous avez la plupart d'entre vous, et je peux dire à peu près probablement tous ceux qui sont ici, vous vous retrouvez dominés. Alors dominés, il y a des gens qui l'acceptent, il y en a d'autres qui ne l'acceptent pas. Alors, ici, je pense que beaucoup de vous ne l'acceptent pas, mais dans la société en général, il y a cette violence symbolique qui fait que il y a une conscience diffuse de l'existence de ce milieu qui a tous les pouvoirs et qui accumule des richesses. Et il y a une conscience plus ou moins claire que la société est, comme je l'ai dit, injuste et qu'elle ne fait que choisir les choisis, élire les élus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de se substituer à ce milieu. Aujourd'hui, dans les conditions actuelles, c'est ça la violence symbolique, c'est que, au fond, on a, dans la période récente, c'est même la conscience de classe des milieux populaires, du milieu ouvrier, qui a été prise qui a été combattue, qui a été tentée d'être